va cheminer ensemble pendant ces quelques minutes et je vais vous poser des questions sur ce qui compte pour vous dans la vie et ce qui vous anime. Donc, on va commencer par une petite question essentielle qui est quelle est cette étincelle de départ qui a mis le feu aux poudres? C'est pas toujours facile à identifier, mais ce moment de prise de conscience qui a annoncé cette transformation et cet engagement pour la transition et pour ce monde. Alors oui, c'est pas si évident à déterminer, mais c'est vrai que si je regarde mon parcours de vie de ces 35 dernières années, je vois vraiment deux axes. Deux axes qui d'ailleurs se sont de plus en plus liés, articulés, comme des épousailles. Il y a d'un côté tout un engagement citoyen ou éco-citoyen, et puis de l'autre côté un cheminement spirituel. Alors pour l'engagement éco-citoyen, si je devais peut-être trouver un moment déclencheur, je dirais c'est quand j'ai commencé le lycée. En 1973, c'était un moment absolument incroyable parce que j'ai commencé au lycée et la première semaine, les 3 premiers jours d'arrivée au lycée, c'était une grève générale. Donc c'était en plein été, je me souviens très bien, on était assis dans le préau comme ça, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, mais j'ai suivi le mouvement, j'ai trouvé ça, il y avait plein d'étudiants qui venaient des grands discours, on était un peu encore dans l'après-mai 68, donc il y avait des grands conflits au sein de l'école, et là je pense que ça a été un moment vraiment d'ouverture et de conscience politique, ce que je n'étais pas du tout jusque-là. Et au niveau spirituel, bon, moi j'ai grandi dans la tradition catholique, j'ai pu envoyer bazarder comme beaucoup de personnes à l'adolescence, mais avec toujours en moi, depuis tout petit, une quête du sacré, avec toujours en moi la conviction et la certitude et le sentiment qu'en fait le réel ne se limite pas à ce qu'on voit et à ce qu'on touche, qu'il y a une dimension d'invisible, quelque chose qui nous dépasse. Et puis voilà, ça a été, je suis parti en Inde au début des années 80 où j'ai passé une année. Et là, j'ai fait 1 ou 2 expériences spirituelles extrêmement fortes qui, quand je suis revenu, m'ont amené à me dire mais bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as touché justement à cette dimension invisible, ça a été absolument bouleversant. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Et ça a été justement après la quête d'un chemin de transformation, en particulier en l'occurrence la pratique de Zazen, parce que je me rendais compte que ce qui m'avait été offert gratuitement, eh bien, il fallait l'intégrer et c'était simplement une ouverture qu'il fallait poursuivre. Alors si je peux un petit peu résumer ce que je comprends, c'est quelque chose qui vous est arrivé, c'est pas quelque chose que vous avez fait ou choisi de vivre cette dimension spirituelle. Par contre, ce que vous avez choisi, c'est de transformer ça et de le donner et de rendre ce que vous avez reçu quelque part. Et comment ça s'est manifesté ensuite? Alors les premières étapes, les premiers pas de passage entre la réception et le don? Alors ça a été, au niveau spirituel, ça a été vraiment une mise en chemin, un chemin de transformation. Comme je dis, les premières années, pendant plusieurs années, j'ai pratiqué Zazen, j'étais vraiment dans la pratique du bouddhisme zen. Et c'est dans cette pratique, je me souviens très bien, pendant ces grandes séchines d'une semaine, on mettait 9 heures par jour, que, moi je dis toujours, c'est un petit peu comme un pouls d'une épave qui est remontée à la surface, et en fait c'est la figure du Christ qui a réémergé vraiment du plus profond de mon être. Et ça m'a évidemment beaucoup travaillé, et du coup ça m'a mis en chemin pour retrouver mes racines chrétiennes. Et c'est vrai que par rapport à tout le cheminement que j'avais fait, j'avais quand même un certain nombre d'exigences, et j'avais en particulier 3 exigences. La première, c'était d'être dans une vraie tradition, vraiment séculaire, vraiment qui remonte très très loin, et qui me ramène aussi aux sources même du christianisme. La deuxième chose, c'était d'être dans une tradition où il y avait une relation maître-disciple, ou père spirituel, enfant spirituel vivante. Et la troisième, c'est qu'il y a un outil de transformation intérieure. Un peu analogue à la pratique de Zazen ou à d'autres pratiques qu'on trouve dans les spiritualités orientales. Et tout ça, avec des lectures, avec des rencontres, m'a amené au christianisme oriental, à la tradition orthodoxe en particulier, toute la voie de la prière du cœur, la prière de Jésus, de l'hésychasme, et puis une rencontre aussi déterminante, la sophonie. Donc c'est finalement pas du tout par rejet de ma tradition originelle du catholicisme, mais le fruit de ce cheminement qui ont fait que j'ai trouvé cette voie dans la tradition orthodoxe. Et puis maintenant, je chemine depuis plus de 25 ans dans cette voie.
Et puis au niveau politique, eh bien, ça a été quand même, voilà, j'ai fait des études de sociologie, donc avec ce désir de comprendre le monde. Ensuite, j'ai fait pendant une dizaine d'années du journalisme, en particulier dans la presse magazine et hebdomadaire. Et là, j'ai eu pouvoir faire encore du journalisme engagé. Le contact avec le réel. Et le journalisme engagé, en particulier sur les questions écologiques, le nucléaire, l'amour des forêts, la préparation de Rio, etc. Et puis à un moment donné, j'avais envie d'être plus que simplement observateur, commentateur, analyseur des choses, mais de vraiment passer à l'action. Et du coup, j'ai quitté le journalisme pour rentrer dans le monde des ONG, de la société civile, d'abord dans une ONG essentiellement dans les ONG de solidarité Nord-Sud, avec d'abord du travail de campagne, puis du travail de lobbying politique parlementaire auprès du gouvernement suisse, et puis maintenant comme animateur d'un laboratoire à la transition intérieure. Alors ma question à ce stade, c'est comment la dimension spirituelle a pu être préservée dans finalement une activité qui s'est mise en route de façon assez rapide et aujourd'hui très très dense. Comment vous arrivez à conjuguer? Alors, d'abord, ce qui est important de voir, c'est que le cheminement spirituel a été toujours absolument central. Je me souviens qu'une des grandes rencontres que j'ai faites, c'était de Henri Hartung, qui avait créé un centre de recherche spirituelle dans un petit village. Lui-même avait connu Ramana Maharshi, il avait connu René Guénon, il était lui-même soufi, mais on l'a su qu'au moment de sa mort, parce qu'il ne voulait pas influencer ceux qui venaient, c'était vraiment un lieu carrefour. Et je me souviens qu'une des conditions qu'il avait posées pour que j'adhère ou que je rentre dans la communauté, c'était de dire moi je n'ai qu'une exigence, mais qui est en fait une exigence pour vous, c'est est-ce que les activités spirituelles c'est quelque chose que j'ajoute à mon agenda, ou est-ce que j'entre dans une voie et c'est tout mon agenda qui se réorganise en fonction de ma vie spirituelle. Et ça veut dire une pratique, une discipline quotidienne de méditation que j'ai aujourd'hui, de méditation, de prière de Jésus, de lectio divina. Et c'est absolument fondamental. Et puis après, sur l'articulation entre l'engagement citoyen, éco-citoyen et la vie spirituelle, eh bien, je dirais que pendant un bon moment, ça a été un peu juxtaposé. Alors c'est clair que pour moi, il y avait des liens, mais ils n'étaient pas explicites, c'était un peu juxtaposé. Et puis peu à peu, il y a eu un mariage entre ces deux dimensions. Et puis ça s'est de plus en plus approfondi. L'articulation est devenue de plus en plus forte, jusqu'à, j'aurais envie de dire, aujourd'hui, elle est devenue comme une forme de respiration. Il y a vraiment l'inspire, justement, de la dimension spirituelle, voilà, où on reçoit, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à la source, c'est ouvrir mon être à plus grand que moi, à ce souffle qui m'anime, et puis à travers ces pratiques, donner du sens, réorienter, donner une inspiration, un encouragement, donc ça c'est vraiment fondamental, c'est le mot de l'inspire, et l'expire, c'est finalement incarner dans le visible tout ce cheminement spirituel. Donc ça devient vraiment un mouvement de respiration. Donc ce qui était en avance au départ, s'est confirmé au fur et à mesure, parce que c'était une aspiration spirituelle qui est venue vous nourrir dans votre transformation, et aujourd'hui vous l'identifiez comme la chose étant votre réel du quotidien. Voilà, et vraiment l'enjeu, pour moi, c'est cette articulation entre cheminement spirituel, donc transformation de soi, et engagement citoyen, transformation du monde. Et pour la question justement de l'éco-spiritualité, sur laquelle maintenant je suis engagé depuis une quinzaine d'années, eh bien, je pense qu'un moment clé, ça a été le forum de Karmaling en 2004, qui était un grand forum dans ce centre bouddhiste en Savoie, où j'ai d'ailleurs aussi contribué, participé à l'élaboration et à l'organisation de ce forum, et qui avait réuni plein de personnalités du monde de l'écologie, comme Pierre Rabhi, Philippe Desbrosses, l'agroécologie, etc., et puis des représentants des différentes traditions spirituelles. Il y avait les Kogi, il y avait des représentants de la tradition chrétienne, islamique, etc. Et pour moi, ça a été un moment absolument fondamental, vraiment cristallisateur, parce que finalement, tout ce chemin, d'abord, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que l'écologie, pour laquelle évidemment je me sentais très concerné, pouvait être en fait un espace de laboratoire extraordinaire pour incarner et articuler cette double transformation, mais que d'autre part, là j'ai vraiment pris conscience que cette double transformation n'était pas qu'une affaire personnelle, mais qu'en réalité c'était bien un enjeu collectif et on pourrait même dire politique. Et à ce moment-là, vous avez, je dirais, rencontré toutes ces personnes qui étaient pour l'instant en mode et. Il y avait écologie et spiritualité. Et de là est né un néologisme qui est aujourd'hui éco-spiritualité et qui prend vraiment tout son sens. Et je me souviens de Pierre Rabhi qui disait il n'y a pas l'écologie et la spiritualité.
et la spiritualité, c'est une seule et même chose. Et aujourd'hui, on vit ça. Alors pour moi, c'est vraiment fondamental de sortir des dualismes, parce que je pense qu'un des grands enjeux de l'éco-spiritualité, c'est de sortir des dualismes. Et la modernité occidentale, la civilisation occidentale est une machine à produire du dualisme, et des séparations et des oppositions. Et donc, c'est vrai que éco-spiritualité, comme néologisme, manifeste bien le fait que dans une telle démarche, il ne s'agit pas d'ajouter une couche spirituelle en engagement écologique ou de verdir un cheminement spirituel, mais de se rendre compte qu'en réalité, les deux ne sont qu'une seule et même chose, forment un tout absolument indissociable, parce que nous sommes dans une communauté d'être, de vie et de destin avec la Terre, parce que cette Terre, en réalité, ça c'est ma conviction, elle est habitée par une présence, par un mystère, par le divin, et qu'on ne pourra pas résoudre d'une manière profonde et durable les grands enjeux climatiques et écologiques sans redécouvrir un certain sens du sacré. Aujourd'hui, ça s'incarne à travers beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelques-unes des choses et c'est aussi pour donner des pistes, aussi pour des personnes qui veulent se mettre en chemin sur ces questions. Voilà, il y a le laboratoire de la transition intérieure, il y a pas mal d'autres choses. Est-ce que vous pouvez... Alors, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, pour moi, une des premières choses qui était importante, c'était d'arriver à mettre des mots sur cette articulation. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu pendant tout un temps un travail de réflexion, que je continue d'ailleurs, sur c'est quoi les repères, les grandes dimensions de cette éco-spiritualité, à travers en particulier la tradition chrétienne. Donc il y a une revisitation critique de la tradition chrétienne, des pères de l'Église, critique parce qu'il y a effectivement un certain nombre de points problématiques qui sont en partie aussi, qui ont joué un rôle dans cette modernité occidentale destructrice. Mais il y a aussi plein de promesses pour refonder notre relation à la nature et pour réenchanter le monde et notre relation à la Terre. Donc voilà, donc il y a un travail qui a été fait là-dessus, qui a donné lieu à un certain nombre d'ouvrages. Et puis après, pour moi, c'était important de ne pas rester juste dans une posture théorique ou réflexive ou intellectuelle, mais d'arriver vraiment aussi à incarner ça. Et là, ça a été important, c'était aussi une partie de travail réflexif, la découverte de l'éco-psychologie. Donc l'éco-psychologie, c'est toute une série moi je dis que c'est un mouvement, c'est une mouvance, c'est pas une discipline, ça n'est pas une discipline universitaire, mais c'est une mouvance extrêmement diverse, mais qui est surtout développée dans le monde anglo-saxon, qui est encore pour le moment très embryonnaire, on pourrait dire, dans le monde en Europe, et qui vise à vraiment explorer les interrelations profondes, non seulement entre la Terre, la nature et l'être humain, mais entre l'âme de la Terre et l'âme de l'être humain, sa psyché profonde. Et donc là, il y a toute une série d'auteurs qui travaillent tout ça, et surtout, il y a aussi une série de pratiques qui ont été développées, comme le travail qui relie, la spirale de travail qui relie de cet éco-philosophe et éco-psychologue américaine Joanna Macy. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, il ne faut pas juste parler et écrire, il faut aussi mettre en pratique moi-même. Donc j'ai suivi le premier atelier de travail qui relie, j'en ai fait plusieurs depuis lors, et puis j'ai au fait réussi j'ai découvert une série d'outils qu'aujourd'hui je propose dans toute l'offre de formation, d'espaces de rencontre, d'expérimentation qu'on développe au sein de ce laboratoire de la transition intérieure que j'anime depuis 2 ans. D'accord. Qui est en Suisse. Et peut-être qu'on pourra en profiter aussi en France. Alors, le laboratoire, il travaille en co-création, dans une dynamique d'émergence, et une des dimensions, c'est évidemment la mise en réseau. Oui. Et la mise en réseau, pas seulement de toute une série d'acteurs en Suisse francophone, parce que c'est pour le moment là qu'il y a le territoire d'expérimentation de ce laboratoire, mais en particulier aussi en lien avec le réseau belge de transition, avec les initiatives de travail qui relient comme Téréveil en Belgique, mais aussi de plus en plus avec des acteurs en France, comme le Forum 104 ou d'autres initiatives. Et le fait qu'il y ait donc cette transformation intérieure, mais aussi collective, personnelle et collective. Et c'est ça que vous êtes en train de mettre en œuvre aussi, parce que ça ne peut pas se faire juste. Ça commence par soi, mais ça s'étend au-delà de soi. Alors ça, c'est vrai que moi j'ai aussi, et ça a été un des éléments de mon cheminement, où moi j'étais pendant très longtemps, c'est vrai que j'étais dans mon cheminement spirituel, la voie orthodoxe, des retraites dans des monastères, et puis je rencontrais beaucoup de personnes qui venaient faire des retraites, j'étais en contact avec toute une série
d'amis aussi qui étaient dans des démarches de développement personnel, etc., mais où je me rendais compte que finalement, il n'y avait pas une réelle prise en compte du monde et de ses problèmes, ou en tout cas que le lien n'était pas fait entre ce chemin personnel, qui était parfois aussi une quête voilà, de bien-être, etc., et il n'y avait pas ce lien qui était fait avec les grands enjeux d'aujourd'hui. Et puis à l'inverse, eh bien, travaillant dans les ONG, la société civile, j'étais en permanence en contact avec des super militants, extrêmement engagés, d'ailleurs dans une forme de militantisme quasi sacrificiel, pour la cause, mais pour qui les dimensions de transformation intérieure soit étaient inexistantes, soit étaient purement individuelles et privées et à ne pas évoquer. Et moi, c'est vrai que, au fond, je pense qu'un des enjeux qui reste très actuel, c'est vraiment de comment on arrive à lier, articuler ces deux dimensions. Et pour pouvoir finalement, ce qui est pour moi peut-être la figure, ou une des figures possibles de la transition, c'est le méditant-militant. Notion qui a été apportée par Thierry Ferrel, qui était un ami, mais lui parlait du militant-militant. Moi, je préfère parler de méditant-militant, qui est une manière de mettre quand même l'aspect spirituel en premier, parce que comme je disais, c'est vraiment là que dans cette connexion à plus grand que soi, à la source profonde de notre être, dans l'ouverture à ce souffle, qu'on trouve la dimension de sens, d'orientation, d'inspiration, pour ensuite s'engager et incarner ça dans le monde. De façon juste et durable. De façon juste et durable, mais sachant que tout ça, évidemment, est un long chemin, que c'est un labeur parfois, qu'il ne suffit pas juste, voilà, c'est pas juste de dire, c'est pas automatique. On passe aussi par des périodes de découragement, par des traversées du désert. Tout ça fait partie du chemin, c'est-à-dire les traversées du désert. On a l'impression que la méditation de prière est vide ou stérile, mais en réalité, elle ne l'est pas parce que c'est un travail d'intégration en profondeur qui se fait. Il faut juste continuer et chaque jour essayer de faire un tout petit pas pour rester dans cette dynamique, dans ce mouvement. Et ce qui est important, c'est d'avoir l'aspiration. Ça demande du temps, ça demande un peu d'effort quand même, mais ça demande surtout de l'inspiration. Le mot inspiration, c'est la dimension de désir, mais c'est aussi on inspire, c'est-à-dire qu'en fait, on inspire, on expire, et en fait, parce qu'on est dans une grande aspiration, qui est ce mouvement d'ouverture qui va faire que les choses, on va pas, voilà, ça c'est une des postures essentielles du militant. C'est pas le moi, l'ego qui veut, et qui va être aux commandes, et qui va en fait vouloir aussi faire entrer le monde réel dans un plan ou un programme, mais c'est en fait le non-agir au sens taoïste, c'est-à-dire en fait ce qui est aux commandes, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais en réalité on s'ouvre à une énergie, à une force beaucoup plus grande que nous, et à laquelle on essaie de se rendre de plus en plus perméable, transparent, ouvert, dans l'accueil, et en réalité je pense que ça c'est vraiment le chemin spirituel, la méditation, la prière qui permet d'ouvrir cet espace, et que c'est sans doute le meilleur remède à ce risque permanent des militants ou militants qui est le burn-out, l'épuisement. Une phrase de conclusion pour offrir au monde et dire peut-être quelles sont les petites perles précieuses que l'on peut, ou les graines que l'on peut planter dans le jardin de ce parcours de vie. Qu'est-ce qui ressort? Ben moi, je pense que le plus important, finalement, dans tout ça, c'est vraiment de ne pas être dans des démarches ni de moralisantes, ni de « il faut », mais vraiment, d'un moment donné, se connecter à son désir profond. C'est-à-dire, en fait, aller chercher à l'intérieur de soi, c'est où c'est vivant. C'est quoi qui est vivant? C'est où est-ce que mon cœur brûle? Où est-ce qu'il vibre? Où est-ce qu'il y a comme ça une espèce de vibration, de traitement? De se connecter à ça, et à partir de ça, de vraiment découvrir ou laisser émerger quel va être voilà, l'engagement, ma contribution pour réenchanter les relations de l'être humain à la nature, pour cette transition vers un autre paradigme, vers un changement de cap, quelle va pouvoir être et ça pourra être plein de choses différentes, parce qu'on n'est pas dans des logiques de programme, on n'est pas dans des logiques idéologiques. Et à partir de là, de commencer à faire un premier pas, s'inscrire dans une dynamique, un mouvement, et puis de ne pas le faire tout seul. Ça, c'est vraiment pour moi la grande clé, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, à ce moment-là, aller chercher, se connecter à d'autres personnes qui ont cette même vibration, ce même désir, parce que c'est je pense, essentiel pour les dynamiques de transition, c'est de recréer du lien, du tissu communautaire et de cheminer ensemble avec d'autres et pas tout seul dans son coin. Voilà. Merci.